J'espère que tout roule pour vous. De mon côté, la voix n'est pas au top. Un rhume sournois a décidé de s'inviter pile aujourd'hui, ce qui risque de compliquer un peu notre rendez-vous. Mais bon, malgré cette voix enrouée et cette gorge capricieuse, on ne va pas reculer, le sujet du jour est brûlant, essentiel, même tant il secoue l'actualité en Algérie. Ce ne sera pas simple, mais il le faut. Ces derniers temps, une page Facebook vestige numérique de feu, la chaîne Jazair One s'est soudainement réveillée et elle n'a pas mâché ses mots. À coups de publications tranchantes, de critiques acérées et de dénonciations sans filtre, elle tire à boulet rouge sur Abdelmadjid Tebboune et son entourage. Ce revirement fulgurant a laissé nombre d'Algériens perplexes. Comment un ancien canal de pur divertissement jadis, si lisse parfois même aligné avec le pouvoir, peut-il aujourd'hui jouer les opposants les plus virulents du régime, une mue brutale qui soulève bien des questions. Petite mise au point nécessaire, Jazair One, ce nom qui revient en boucle ces derniers jours, n'a en réalité plus d'existence réelle. C'est une chaîne fantôme disparue du paysage audiovisuel depuis un bon moment. À ses débuts, j'espère que tout roule pour vous. De mon côté, la voix n'est pas au top. Un rhume sournois a décidé de s'inviter pile aujourd'hui, ce qui risque de compliquer un peu notre rendez-vous. Mais bon, malgré cette voix enrouée et cette gorge capricieuse, on ne va pas reculer, le sujet du jour est brûlant, essentiel, même tant il secoue l'actualité en Algérie. Ce ne sera pas simple, mais il le faut. Ces derniers temps, une page Facebook vestige numérique de feu, la chaîne Jazair One s'est soudainement réveillée et elle n'a pas mâché ses mots. À coups de publications tranchantes, de critiques acérées et de dénonciations sans filtre, elle tire à boulet rouge sur Abdelmadjid Tebboune et son entourage. Ce revirement fulgurant a laissé nombre d'Algériens perplexes. Comment un ancien canal de pur divertissement jadis, si lisse parfois même aligné avec le pouvoir, peut-il aujourd'hui jouer les opposants les plus virulents du régime, une mue brutale qui soulève bien des questions. Petite mise au point nécessaire, Jazair One, ce nom qui revient en boucle ces derniers jours, n'a en réalité plus d'existence réelle. C'est une chaîne fantôme disparue du paysage audiovisuel depuis un bon moment. À ses débuts, sous le nom d'El Jazairia Marouf, c'était l'une des toutes premières chaînes privées algériennes à voir le jour en 2012, peut-être même la pionnière à Alger. Mais en août 2021, rideau. La fermeture a été brutale. En coulisses, le groupe ISU, propriétaire de la chaîne, se retrouvait embourbé dans de lourds différends judiciaires et des clashs politiques virulents avec les têtes pensantes du régime. Résultat, les autorités ont tranché, nette fin de diffusion. Et puis, soyons clairs, à l'origine, El Jazairia ne jouait pas dans la cour des chaînes engagées. Elle faisait plutôt dans le spectacle les séries ramadanesques, les plateaux musicaux, les talk-shows bien sages. Une télé de détente loin du tumulte politique. Je le sais d'autant mieux que j'ai grandi avec cette chaîne comme beaucoup d'enfants du pays. Jazairia, c'est un peu comme une série en 2 saisons bien distinctes avant 2015 et tout ce qui vient après. Durant son premier acte entre 2012 et 2015, la chaîne osait s'aventurer sur le terrain glissant de la politique. L'émission El Weekend en était l'exemple le plus frappant. J'en étais l'un des animateurs aux côtés de Mustapha Kessassi et Marwan Bib. Mais cette voix un peu trop libre a fini par déranger. Et bam, 2015, rideau. L'émission a été brusquement censurée. Pourquoi? Parce qu'on avait eu l'audace d'aborder un sujet tabou, un certain livre explosif sur les biens immobiliers détenus à Paris par des hauts responsables algériens. On y évoquait même Rim Sellal, la fille de l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal. Et tout ça révélé par 2 journalistes français, dans un ouvrage qui a mis un bon coup de projecteur sur les Champs-Élysées et sur les fortunes discrètes qui s'y cachent. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent très bien de quoi je parle. Le passage de Jazair El Weekend entre 2014 et 2015, ça ne s'efface pas de sitôt. Et puis, comment oublier ce fameux mois d'avril 2015, l'émission venait tout juste de frapper fort très fort avec une enquête coup de poing sur les patrimoines cachés des pontes du pouvoir algérien en plein cœur de Paris. Et comme par magie, la chaîne a été suspendue. C'était bien avant que le mot Irak ne remplisse les rues. Avant que certains qui se disent opposants aujourd'hui ne quittent le navire du régime qu'ils soutenaient à l'époque.
Pendant qu'il chantait ses louanges, nous, on grattait là où ça faisait mal. Du vrai journalisme. Sur le terrain. À Alger, je me souviens du 17 avril 2015 comme si c'était hier. Une date marquante. Ce soir-là, notre émission a littéralement explosé les compteurs. Plus de 7 millions de foyers l'ont regardé. On y décortiquait le livre Enquête Alger-Paris, une histoire passionnelle signée Christophe Dubois et Marie-Christine Dabadi, publiée chez Stock. Une enquête qui balançait des noms et pas des moindres des figures du pouvoir et leur progéniture devenus propriétaires de biens luxueux dans les quartiers les plus chics de Paris dans des conditions, disons, opaques. Résultat, l'émission a été muselée. Censure nette, sans appel. C'est à ce moment précis que le groupe ASU entre en scène. Il rachète Jazair TV, rebaptise le tout Jazair One et surtout, il en change l'ADN. Adieu l'esprit libre, dès le week-end, bonjour, la version domestiquée bien sage. Les débats politiques sont maintenus, mais sous cloche, encadrés, filtrés, aseptisés. Une pseudo-liberté où l'autocensure règne et où les véritables voix discordantes sont tout simplement réduites au silence. La chaîne se transforme peu à peu en vitrine du divertissement soft, un journal télé. Ici, un débat ultra cadré là, mais plus rien de l'énergie frondeuse d'antan. Les lignes rouges se multiplient, les sujets qui fâchent disparaissent, et chaque émission passe désormais à travers un véritable tamis de contrôle. Ce n'était plus la Jazair El Weekend que nous avions bâtie avec passion, avec Mustapha Kessassi et Marwan Bib. Je leur rends hommage car cette époque, c'était plus qu'une aventure médiatique, c'était un combat partagé. C'est également à ce tournant que le groupe ISU sort de l'ombre. Inconnu du grand public avant ce rachat, il s'impose soudain comme un acteur majeur du paysage politico-économique algérien. Mais aujourd'hui, Jazair One, on le rappelle, n'est plus qu'un souvenir. Fermé définitivement en 2021, rideau. Alors pourquoi tout à coup la page Facebook de Jazair One et son écho sur Twitter, X, se transforme-t-elle en haut-parleur de critiques acerbes contre le régime? Eh bien la réponse tient en un mot ISU. Oui, la fameuse famille qui se retrouve aujourd'hui encore embourbée dans une affaire judiciaire aussi opaque que médiatisée. Le hic, le grand public n'a eu droit qu'à une seule version de l'histoire servie sur un plateau, par la justice algérienne elle-même. Version unique narrative, verrouillée récit à sens unique. Car, faut-il le rappeler, en Algérie, la presse indépendante est une espèce en voie d'extinction. Les journalistes libres inexistants. Les contre-pouvoirs absents du décor. Résultat, le silence est total du côté de la famille Isu. Leur voix, si elle a tenté d'émerger, ne l'a fait qu'à travers quelques publications isolées sur les réseaux sociaux, des lettres superficielles insuffisantes pour comprendre la toile complexe de leur dossier. Pas d'interview, pas d'enquête parallèle, pas de récit contradictoire, juste une version et beaucoup trop de zones d'ombre. Ce que vous allez entendre ici n'est pas une simple affaire judiciaire, c'est un vrai scénario de série noire où se mêlent pots de vin, blanchiment à grande échelle, financement politique souterrain et guerre de clans tout en haut de l'État algérien. Une intrigue digne d'un thriller politique, sauf que tout est bien réel. Mais avant de plonger dans les dessous de cette affaire tentaculaire, permettez-moi une mise au point. Votre serviteur Abder a été le tout premier à lever le voile sur le personnage d'Ayoub Aïssou. À l'époque où personne ne connaissait ce nom, où la famille Aïssou vivait loin des projecteurs, moi j'étais déjà sur le terrain en train d'enquêter, de publier, de dénoncer. Le seul membre, un tant soit peu médiatisé Ayoub, le fils businessman ambitieux, une quarantaine d'années, à peu près mon âge. Et je vais vous le prouver, il y a 7 ou 8 ans, nous avions déjà sorti des articles sur lui. Pas par vengeance, pas pour servir des intérêts obscurs, mais pour une seule raison informée. Je n'ai jamais eu ni deals, ni intérêt commun avec ce monsieur. Aucun arrangement, aucun lien, zéro complaisance. Il faut vraiment garder ça en tête parce que ce qui vient ensuite est encore plus croustillant. Figurez-vous que certains sans honte ont tenté de nous coller l'étiquette de journaliste à la solde d'Ayoub. Oui, soi-disant qu'on roulerait pour lui. C'est pour ça que remettre les faits dans leur contexte est essentiel. Et les faits, justement, parlons-en. Remontez au 5 février 2018, la preuve est toujours en ligne sur la page Facebook de Algérie Part. Nous y avons publié une enquête exclusive,
Pourquoi la marque Ford couvre-t-elle les affaires du milliardaire Ayoub Aïssou? Personne ne nous l'a dicté. Personne ne nous a payé. Juste du vrai journalisme pur et dur. Et ce n'était pas la première fois qu'on s'intéressait à lui. Déjà en septembre 2018, on sortait un autre papier Dubaï-Milan, les mystérieuses adresses fiscales d'Ayoub Aïssou, avec documents exclusifs à l'appui. Oui, c'était nous. Le tout premier média à avoir levé le voile sur ses magouilles, sur sa fortune, sur ses réseaux. Ce journaliste, c'était moi, Abderrahmane. Et c'était publié noir sur blanc sur Algéripart. Et ce que je vous ai montré n'est qu'un échantillon. Il y en a eu d'autres, plein d'autres articles publiés sur Algéripart à l'époque. Tenez, en voici un parmi tant d'autres, le 5 février 2018, encore une enquête. Celle-là portait sur une usine de montage automobile lancée par notre fameux milliardaire, qui, soit dit en passant, n'avait aucune compétence dans ce domaine. Mais quand on a de l'argent et des relations, pourquoi s'embêter avec l'expérience? Bref, l'article est toujours visible sur notre page Facebook officielle. Alors oui, notre site web n'est plus en ligne. Pas par choix, mais par manque de moyens. Ni assez de fonds, ni assez de soutien technique pour le maintenir. Mais tout ce que nous avons produit, chaque enquête, chaque mot, chaque dossier, reste disponible sur la page Facebook d'Algéripart. Et je le redis, nous avons parlé d'Ayoub Aïssou à maintes reprises, avant tout le monde, sans filtre, sans agenda. Il y a déjà 7-8 ans de ça, on publiait régulièrement sur lui. Et notre toute première enquête, tenez-vous bien, soulevait déjà des zones d'ombre. On y parlait de ses liens plus que douteux avec Abdeslam Bouchab, ancien ministre, qui entre 2017 et 2018, lui aurait généreusement déroulé le tapis rouge pour lancer un projet de montage de voitures Ford. Le tout dans un flou administratif et des conditions, disons, très souples. Une autoroute de privilèges, et qu'on soit clair une bonne fois pour toutes, nous n'avons jamais été les amis d'Ayoub Aïssou, ni partenaires, ni complices, encore moins porte-voix d'une quelconque propagande à son service. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est précisément parce que j'ai la légitimité de celui qui n'est lié à aucun camp, ni au pouvoir algérien et ses manœuvres judiciaires, ni à la fortune du clan Aïssou. Je parle en indépendant. Point. Alors vous allez peut-être vous poser la question, après toutes ces enquêtes publiées en 2017, pourquoi est-ce qu'à partir de 2020, Algéripart et moi, Abder, avons arrêté de creuser sur la famille Aïssou? Eh bien, la réponse est simple et elle mérite d'être entendue fin 2019, début 2020. J'ai découvert un élément clé. Un retournement de perspective. J'ai compris qu'Ayoub Aïssou, lui aussi, était victime. Oui, tout comme moi, comme beaucoup d'autres hommes d'affaires à l'époque, il était dans le viseur d'un certain général, le chef de la gendarmerie nationale qui avait quitté le pays précipitamment en août 2019. Ce fameux général Ghali, vous savez ce qu'il faisait du chantage à l'état brut. Il a tenté de monter un dossier judiciaire contre Ayoub avec la complicité de certains réseaux sécuritaires. Le plan était clair, le faire tomber, le faire taire et surtout le faire payer. Il réclamait de l'argent, exigeait des pots de vin colossaux. Et ce n'était pas un cas isolé en 2018, déjà d'autres patrons, eux aussi avaient été rackettés par ce même homme. On l'avait d'ailleurs déjà dénoncé dans plusieurs de nos enquêtes à l'époque. Et n'oublions pas dans quel contexte tout ça se passait. Le pays était en pleine crise politique, en pleine recomposition du pouvoir. Le nouveau régime traquait méthodiquement les milliardaires liés à l'ère Bouteflika, sans ménagement, parfois même sans preuve. La présomption d'innocence jetée aux oubliettes, les procès équitables, un luxe oublié. Et à ce moment-là, en recoupant les infos, on a compris que les Aïssou, malgré tout ce qu'on pouvait leur reprocher, étaient eux aussi pris dans la machine, pas seulement comme coupables, mais comme cibles. Qu'on se comprenne bien, oui, on peut et on doit critiquer certaines pratiques financières douteuses du clan Aïssou. Et croyez-moi, on va en parler. Mais il serait malhonnête d'ignorer l'autre réalité. Eux aussi ont été pris dans l'engrenage d'un système mafieux, une machine bien huilée faite de chantage, de corruption, de pression étouffante, orchestrée à l'époque par un certain général, Ghali Belkacem. Une machine à broyer les libertés individuelles où celui qui ne paie pas tombe. Mais tenez-vous bien, ce n'est pas fini. Ce qu'on a découvert ensuite est encore plus troublant. Quand Tebboune a pris le pouvoir, plusieurs personnes de son entourage, devenues ensuite ses conseillers officiels,
étaient en réalité d'anciens collaborateurs du groupe Aissou. Oui, entre 2016 et 2018, certains d'entre eux travaillaient directement pour la famille, avant de changer de camp. Et devinez quoi? Ces mêmes individus entretenaient, à l'époque, des conflits personnels avec Ayoub. Prenez par exemple Abdelatif Ben Mohamed. Pendant la campagne présidentielle de décembre 2019, il était pratiquement l'ombre de Tebboune, son bras droit, son secrétaire officieux. Et après l'élection, il est devenu une pièce maîtresse à El Mouradia, chargé de plusieurs missions sensibles. Il supervise notamment les relations presse, la communication institutionnelle et l'image publique du président sous la houlette du tout-puissant K. Saïd. Et Abdelatif ne se contentait pas d'un seul rôle. Il cumulait plusieurs fonctions, plusieurs loyautés. D'un côté, il travaillait en étroite collaboration avec Ahmed, le secrétaire particulier du président Tebboune. De l'autre, son parcours raconte autre chose, ancien journaliste à El Jazaïria, ancien collaborateur d'Ayoub et de sa famille, et aujourd'hui homme de confiance du chef de l'État. Un profil caméléon chargé de missions sensibles, dossiers judiciaires, rouages administratifs, déplacements officiels à l'étranger. Il est partout où ça compte. Avant chaque visite présidentielle hors du pays, c'est lui qui débarque en éclaireur. Il négocie, prépare, coordonne avec les autorités locales, règle les détails en amont. Officiellement, ce n'est pas le chef du protocole. Officieusement, il touche à tout: communication, relations publiques, presse, gestion des agendas, représentation du président lors de certains événements. Un homme aux multiples casquettes, toujours dans l'ombre, mais jamais loin du centre du pouvoir. Et Abdelatif n'est pas un cas isolé. D'autres figures ont suivi la même trajectoire. Prenez Samir Agoun, par exemple. Lui aussi passé par El Jazaïria. Lui aussi ancien collaborateur d'Ayoub et de sa famille. Depuis septembre 2021, il est pourtant devenu la voix officielle de la présidence de la République, porte-parole, symbole parfait de ces reconversions fulgurantes qui interrogent. Samir Agoun n'était pas un cas isolé. D'autres profils gravitaient et gravitent encore autour du cercle présidentiel. Des cadres parfois discrets, parfois plus exposés, issus directement de l'entourage de Tebboune qui, à un moment ou à un autre, ont travaillé pour la famille Aissou. Et c'est précisément là que les choses ont commencé à se gâter. Entre 2020 et 2021, on a vu apparaître des tensions internes, de véritables règlements de compte au sommet de l'État. Pourquoi? Parce que certains de ces acteurs, anciens collaborateurs du groupe rémunéré à l'époque par Ayoub, ont soudain développé des conflits personnels avec lui. Les alliances ont changé, les couteaux sont sortis. Face à ce climat délétère, j'ai fait un choix volontaire. Par souci de rigueur intellectuelle et par principe moral, j'ai décidé de ne pas entrer dans cette guerre. Je n'allais pas m'acharner sur une famille déjà à terre, déjà contrainte à l'exil, déjà installée à l'étranger. Je refusais aussi de servir de relais aux opérations de communication et aux vendettas politiques orchestrés par le régime Tebboune et ses conseillers. Et comme je ne voulais pas non plus me transformer en avocat de la famille, la seule position honnête possible était celle-ci, la neutralité. Alors oui, nous sommes restés neutres, délibérément. À ce moment-là, d'autres urgences occupaient largement le devant de la scène en Algérie. Et vous le savez, notre ligne a toujours été claire, nous avons dénoncé sans détour les campagnes de purge judiciaire et la chasse méthodique lancée contre les hommes d'affaires issus de l'ère Bouteflika. Ces opérations ont souvent dépassé le cadre du droit. Dérapages, multiples décisions arbitraires, abus d'autorité, flagrants injustices assumées. Jamais nous n'avons validé ce type de justice expéditive. Et aujourd'hui, ironie du sort, cette affaire revient comme un boomerang frapper le régime Tebboune en pleine figure. Mais encore faut-il comprendre de quoi l'on parle exactement. Car beaucoup d'Algériens restent perdus, noyés sous des récits confus et contradictoires. Alors remettons de l'ordre. En réalité, il n'y a pas une seule affaire Aissou, mais plusieurs. 3 dossiers majeurs, peut-être même un 4e, mais retenons l'essentiel, tout n'a pas commencé en 2025, contrairement à ce que certains laissent entendre. Le premier acte remonte à février 2023. À cette date, Ayoub Aissou, figure centrale de la famille entrepreneur le plus en vue,
Le plus fortuné et sans doute le plus exposé a été condamné, tout comme ses frères, par le tribunal de Sidi Mamed. Les chefs d'accusation étaient claires infractions à la réglementation des changes, émission de chèques sans provision, financement dissimulé d'une formation politique. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques semaines plus tard, en avril 2023, un nouveau procès s'est tenu et on en parle encore aujourd'hui. La Cour d'appel d'Alger est venue confirmer sans la moindre atténuation les décisions prises en première instance. Les sentences sont restées intactes, 20 années de prison ferme pour Ayoub Aissou ainsi que pour plusieurs de ses frères, aucun aménagement, aucun recul. Puis est arrivé le deuxième dossier, celui de la société Jawan, mise sous scellé dès août 2021. Cette fois, les accusations portaient sur le non-respect de l'ordre public. Derrière cette formule vague se cachaient en réalité des griefs bien connus, infractions à la réglementation, des changes et soupçons de financement politique clandestin. En février 2023, la justice est allée plus loin. Elle a reproché à Ayoub et à ses frères d'avoir constitué hors du pays un patrimoine immobilier conséquent de manière illégale et d'avoir utilisé la structure Jawan comme levier d'influence dans des échéances électorales présidentielles comme politiques. À cela se sont ajoutées des accusations de financement occulte de partis. Autre élément du dossier, l'émission de chèques sans provision. L'ensemble de ces griefs formait ce qu'on a appelé le premier volet de l'affaire. Et puis bien plus tard, un nouveau chapitre s'est ouvert. Entre novembre et décembre 2025, les juridictions de Sidi Mamed et de Bir Mourad Raïs ont instruit un dossier bien plus large cette fois-ci, dirigé contre l'ensemble de la famille. Le 17 décembre 2025, le verdict est tombé. La justice algérienne n'a pas fait dans la demi-mesure. L'ensemble du clan Aissou, dont je détaillerai les identités un peu plus tard, a été reconnu coupable d'une série d'infractions lourdes, dressant le portrait d'un véritable empire criminel, du moins sur le papier. Les condamnations reposent sur des accusations multiples, une participation à des circuits organisés de blanchiment d'argent, la dissimulation de fonds issus de pratiques corruptives, des montages de frauduleux dans le secteur immobilier, des transferts financiers illégaux vers l'étranger, des violations répétées, des règles de change, l'émission de chèques sans couverture bancaire et enfin le financement clandestin de formations politiques. Un arsenal judiciaire impressionnant, une liste qui à elle seule suffit à frapper les esprits. Tout cela se déroule en 2023. Cette année-là, les décisions tombent et viennent entériner ce qui avait déjà été annoncé en février. Les condamnations sont confirmées, les accusations maintenues et même alourdies. À la liste initiale s'ajoutent désormais des chefs particulièrement lourds, participation à un réseau structuré de blanchiment d'argent, dissimulation de fonds, issus de la corruption, fraudes immobilières caractérisées, sans oublier les transferts illégaux de capitaux vers l'étranger. Le tableau judiciaire se durcit. Mais concrètement, de quoi parle-t-on? L'affaire se joue devant deux juridictions distinctes. D'un côté, le pôle pénal spécialisé dans les crimes économiques et financiers, avec le tribunal de Sidi Mamed. De l'autre, le tribunal de Bir Mourad Raïs. Deux fronts judiciaires, un même dossier explosif. Et ici, le cœur du problème est très précis, l'immobilier. La famille Aissou contrôlait plusieurs sociétés du secteur, notamment Click Promotion et Jumeirah Building. 69 plaignants se sont alors manifestés. Leur accusation est claire, les logements promis n'ont jamais été livrés. Les projets annoncés seraient restés sur le papier, poussant ces victimes à saisir officiellement la justice algérienne. Les plaignants affirment avoir versé une somme colossale, l'équivalent de 7 millions de dollars, soit environ 7 milliards de dinars pour un projet immobilier censé voir sortir de terre une soixantaine de logements baptisés Jumeirah Building. Mais selon eux, rien n'est jamais venu. Pas d'appartement livré, pas de remboursement, seulement le sentiment amer d'avoir été floué, dépouillé, tout simplement escroqué. Toujours d'après l'accusation, cet argent aurait ensuite été transformé en devises avant d'être transféré hors du pays. Près de 7 millions d'euros auraient ainsi alimenté le train de vie d'Ayoub et de ses frères entre Dubaï-Marseille, le Canada, Paris-Barcelone et d'autres destinations en Europe. Une géographie du confort financée selon les plaignants par des logements fantômes. C'est ce volet précis qui a été examiné devant le tribunal de Sidi Mamed.
Mais là où l'affaire devient troublante, et vous allez vite comprendre pourquoi le scepticisme est permis, c'est qu'on dépasse largement le cadre habituel. Les poursuites ne visent pas uniquement Ayoub et ses frères. Elles englobent aussi leurs épouses et même le beau-père d'Ayoub. À ce stade, on ne parle plus seulement de justice pénale. On entre dans un terrain où le politique n'est jamais très loin. Le beau-père d'Ayoub n'est pas n'importe qui. Son parcours parle pour lui. Ancien vice-président de la Fédération algérienne de football, ex-sénateur, acteur clé dans la gestion d'Algérie Télécom, cadre supérieur dans le secteur énergétique. Il a même exercé des responsabilités au sein de Sonatrach. Un homme du système au pédigré lourd. Et pourtant, lui aussi s'est retrouvé rattrapé par la justice. Actionnaire et associé direct de son gendre dans plusieurs projets immobiliers, il a été reconnu coupable dans le cadre de ces dossiers. Autant dire que le dossier est tout sauf simple. Il est tentaculaire. Les condamnations pleuvent, les noms s'additionnent. Le 17 décembre 2025, Ayoub écope de 20 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8,5 millions de dinars. Son épouse Vepin Embain, fille de Bachir Vemni, est condamnée à 15 ans de réclusion sans ménagement. Et ce n'est pas fini. Les frères d'Ayoub, Abdul Karim Tayeb, Ibrahim Amar Ali et Omar sont tous frappés de la même peine, 15 années de prison ferme. Quant à Bachir, le beau-père, il est condamné à 7 ans d'incarcération. Enfin, l'appareil économique familial est lui aussi sanctionné une quinzaine de sociétés liées au clan Aïssou, dont plusieurs où Bachirem détenait des parts, se voient infliger des amendes colossales. Un coup de filet judiciaire à grande échelle. Un véritable séisme judiciaire et financier, voilà ce que cette affaire a provoqué. Un choc si brutal que beaucoup d'Algériennes et d'Algériens n'y ont rien compris. D'un côté, à Sidi Mamed, on parle de blanchiment d'argent. De l'autre, à Bir Mourad Raïs, on évoque une vaste escroquerie immobilière. 2 tribunaux, 2 récits, une même famille, cloués au pilori. Résultat, selon la version officielle, celle de la justice algérienne relayée fidèlement par une presse alignée et docile, la famille Aïssou serait ni plus ni moins qu'une organisation mafieuse. Une mafia familiale point final. À écouter les autorités, on se croirait face à un scénario de cartel latino-américain. Les Aïssou présentés comme les Escobar d'Alger, version locale d'El Chapo. Mais alors une question s'impose et elle est essentielle: pourquoi ces procédures soulèvent-elles autant de doutes? Pourquoi tant d'Algériens remettent-ils en cause la crédibilité de ces dossiers, leur impartialité et surtout la neutralité de ceux qui les instruisent? Revenons à la base calmement, parce que tout part d'un mot blanchiment d'argent. Mais juridiquement, ça veut dire quoi exactement? Cela suppose une chose très précise: des fonds, issus d'activités criminelles réinjectés ensuite dans des circuits légaux pour masquer leur origine. Point. Or, quand on épluche l'ensemble des décisions rendues en février 2023 puis en novembre et décembre de la même année, que ce soit au tribunal de Sidi Mamed ou à la cour d'Alger, un détail saute aux yeux: on parle exclusivement d'entreprises créées par la famille Aïssou. Des sociétés parfaitement identifiées qui, dans certains dossiers, notamment celui de l'immobilier, ont même bénéficié de crédits bancaires officiels. Prenez un exemple concret: l'Arab Gulf Bank, AGB, a accordé des financements conséquents aux structures immobilières de la famille pour réaliser des projets de logement. Derrière les accusations de blanchiment brandies à tout va, on retrouve donc des entreprises dûment enregistrées en Algérie, inscrites au registre du commerce, soumises aux impôts locaux et en relation avec des banques agréées par les autorités algériennes elles-mêmes. Alors la question devient inévitable: où est le blanchiment? Parle-t-on de trafic de drogue, de traite d'êtres humains, d'argent sale issu du marché informel? Rien de tout cela, aucune preuve, 0 élément tangible, juste des qualificatifs lourds, sans fondement démontré. Le blanchiment d'argent, dans le sens strict du terme, vise des profils bien précis des réseaux criminels, des trafiquants d'armes, de drogue, d'êtres humains, des organisations mafieuses qui créent des entreprises écrans uniquement pour recycler de l'argent sale. Or ici, on est très loin de ce schéma. Et c'est même la justice algérienne qui le reconnaît implicitement. Que reproche-t-on concrètement à la famille? D'avoir obtenu des crédits bancaires ou d'avoir encaissé des fonds versés par leurs propres clients, et ensuite d'avoir mal utilisé cet argent. Mais appelons les choses par leur nom, ce n'est pas du blanchiment. C'est au pire un détournement de fonds.
Qu'ils aient utilisé cet argent pour financer un mode de vie confortable à l'étranger, en Espagne, en France, au Canada ou à Dubaï, cela ne transforme pas mécaniquement l'infraction en blanchiment d'argent. Transfert de devises, le débat est ouvert et on va l'aborder. Détournement. Là encore, c'est discutable et on en parlera. Mais blanchiment, non. Juridiquement, ça ne tient pas. Et surtout, remettons un peu de contexte. La famille Aissou n'est pas sortie de nulle part. À Alger, tout le monde les connaît. Ce sont des commerçants de longue date, une famille installée dans le business depuis les années 80. Le père Hamid Aissou, le patriarche, était bijoutier dans la capitale. Il avait déjà des moyens, il avait réussi, bien avant toutes ces affaires. Après la bijouterie, le patriarche ne s'est pas arrêté là. Il a investi dans l'industrie du verre, fabrication de verreries, production de contenants, jusqu'aux bouteilles destinées à l'eau gazeuse. Puis est venue l'étape suivante, lancer sa propre marque d'eau pétillante. Une évolution classique pour un entrepreneur qui capitalise sur son savoir-faire. Et lorsque le père a passé la main, ce sont ses enfants qui ont pris le relais. Aujourd'hui, ces mêmes héritiers, Ayoub Abdelkarim, Tayeb, Brahim, Omar Ali Amar, se retrouvent frappés par des peines lourdes, 20 ans, 10 ans, 8 ans de prison, assortis pour certains de mandats d'arrêt internationaux. Ils ont simplement poursuivi ce que leur père avait bâti. On parle donc d'une famille de commerçants, pas d'un clan de contrebandiers. Alors posons la question franchement, où est le blanchiment? Du hashish, de la drogue, de l'or issu de trafic. Dans ces cas-là, oui, le mot blanchiment aurait un sens. Mais ici, et surtout, un point reste sans réponse. Où est l'argent d'origine illégale? Dans toute l'affaire Ayoub Aissou, la justice algérienne n'a jamais réussi à démontrer, pas même partiellement, j'insiste qu'une fraction de ces fonds provenait d'activités criminelles. Pas une preuve claire, pas un euro noir identifié. Il ne s'agit pas d'une famille sortie de nulle part. Leur nom est connu depuis longtemps des services de sécurité aux services de renseignement, en passant par les habitants d'Alger eux-mêmes. Leurs racines sont clairement identifiées entre la Kasbah, certaines zones de Kabylie et la région de Foun. Bien avant que le nom d'Ayoub ne devienne médiatique à l'échelle nationale à travers l'aventure Jawan, cette famille faisait déjà partie du paysage. À Alger, leur histoire est ancienne. Le père était commerçant, un homme du quotidien. À la fin des années 90, en pleine décennie noire, il est grièvement blessé lors d'un attentat terroriste vers 1997. Contraint de quitter le pays pour se faire soigner, il passe par la France avant de s'installer au Canada avec une partie de ses enfants. Ce n'est pas un détail aujourd'hui encore, la majorité d'entre eux possèdent la nationalité canadienne et y vivent durablement. Puis, avec le retour progressif du calme et de l'ordre public en Algérie, la famille revient, les affaires reprennent. Les projets redémarrent. C'est à ce moment précis qu'Ayoub, le plus jeune fils de Hamid, prend la relève. Il entre dans le secteur immobilier, un choix loin d'être exceptionnel à l'époque, comme beaucoup d'autres promoteurs qui misaient sur la reconstruction et la croissance. Alors posons la question franchement, où est censé se cacher le blanchiment d'argent? On parle d'une famille qui disposait déjà de ressources bien avant l'arrivée du régime de B, bien avant ce basculement politique. À ce compte-là, demain, on pourrait pointer n'importe qui du doigt et lancer sans preuve blanchiment comme une incantation magique. Cette famille, tout le monde la connaît. Elle fait partie du décor économique depuis des décennies. Plus d'un demi-siècle dans le commerce, ça ne s'efface pas d'un revers de main. Et ils ne sont pas un cas isolé, l'Algérie compte de vieilles dynasties marchandes, à Alger, Oran, Constantine actives depuis l'indépendance, parfois même depuis les années 80. Alors revenons au droit, pas au slogan. Le blanchiment d'argent a une définition juridique limpide. Il s'agit de faire transiter de l'argent issu d'activités criminelles vers des circuits légaux pour en masquer l'origine. Or ici, on parle de flux bancaires de crédit de paiement client. Une banque n'est pas une organisation mafieuse. Des acheteurs de logements ne sont pas des délinquants. Dès lors, l'accusation s'effondre d'elle-même. Réduire Ayoub Aissou au seul secteur immobilier serait une erreur. Son champ d'activité allait bien au-delà. Il était présent dans l'agroalimentaire, s'est intéressé aux produits pharmaceutiques et nourrissait aussi des ambitions dans la concession automobile. Et à chaque projet, le même schéma des financements bancaires classiques via des établissements reconnus comme Trust Bank AGB ou d'autres banques opérant à Alger.
Des apports personnels, des fonds privés issus du patrimoine familial. Rien d'occulte. Tout laisse des traces, tout peut être contrôlé. Donc non, il n'y a pas de blanchiment d'argent. Et rappelons un point essentiel que beaucoup oublient volontairement, c'est nous qui avons déclenché cette affaire. Les premiers, ceux qui ont mis la lumière là où personne ne regardait encore. Ce sont nos enquêtes qui ont expliqué dès le départ comment ce milliardaire algérien s'est construit, pourquoi il a réussi et par quel mécanisme. Dès septembre 2018, nous avons publié une enquête détaillée sur ses adresses fiscales intrigantes. Nous y révélions ses investissements à Milan, à Paris, et l'accumulation de biens immobiliers en Italie et en France. Avant tout le monde, sans pression, sans commande. Nous étions les premiers. Oui, sur ce point précis, on peut discuter d'un transfert illégal de devises. Très bien. Mais soyons honnêtes une seconde, qui en réalité ne le fait pas. L'immense majorité des entrepreneurs algériens possédant directement ou par des montages indirects des biens à l'étranger contournent cette règle, tous, sans exception ou presque. La loi est claire, un résident algérien n'a pas le droit d'utiliser l'argent gagné sur le territoire national pour investir ou acheter à l'étranger. Interdiction totale. Sur le papier. Dans les faits, tout le monde passe outre. Pourquoi cette hypocrisie généralisée? Parce que cette réglementation est rigide, dépassée et totalement déconnectée du monde réel. Lorsqu'une personne réussit financièrement, il est naturel qu'elle souhaite acquérir un pied-à-terre en Espagne, en Italie, en France, pour sa famille, pour circuler, pour respirer un peu. Et quand on atteint le statut de milliardaire, cette tentation devient presque évidente. C'est une réalité universelle. Partout sur la planète, les millionnaires et les grandes fortunes investissent au-delà de leurs frontières. Cette loi sur les transferts de devises, je le répète depuis des années, est obsolète. Elle ne correspond plus à l'économie mondialisée. Elle mérite d'être repensée, modernisée, adaptée, pas brandie comme une arme politique. Soyons clairs, la loi est là, personne ne la conteste. Il existe toute une palette de sanctions prévues pour ce type d'infraction: amende, redressements fiscaux, saisie, confiscation. Et franchement, cela suffit largement. Alors pourquoi aller jusqu'à 20 ans de prison ferme? Pourquoi brandir le terme de blanchiment d'argent? Pourquoi cette mise en scène judiciaire excessive, presque théâtrale? La preuve qu'on est face à un acharnement saute aux yeux. Pourquoi impliquer les épouses? Prenons le cas de la femme d'Ayoub. Elle n'a jamais été un problème. Elle ne l'a jamais été. Oui, son nom apparaît dans les statuts, mais partout dans le monde, le droit est clair, ce sont les dirigeants qui répondent, pénalement pas les actionnaires passifs. Ce sont les gérants qui décident, qui signent, qui engagent dans la société. S'il y a eu fraude, abus de biens sociaux, détournement ou même blanchiment, la responsabilité incombe à celui CEX qui gère N. Or, Madame M, l'épouse d'Ayoub, n'a jamais dirigé quoi que ce soit. Elle n'a jamais administré. Alors pourquoi la condamner? Pourquoi lui infliger un mandat d'arrêt international et une peine de prison ferme? Sur quelle base? Et ce n'est pas tout. Ils ont même condamné son père. Là, on franchit une ligne. 15 années de prison ferme pour une femme qui n'a jamais été gérante, qui n'a fait que figurer sur un document juridique. Je vais être très concret, j'ai moi-même une entreprise. Ma femme apparaît dans les statuts en tant qu'actionnaire. Mais elle ne dirige rien, elle ne décide de rien. Faudrait-il demain la jeter en prison pour mes choix à moi? Demain, on finira par lui dire « C'est toi la voleuse, c'est toi qui as pillé l'entreprise, c'est toi qui as dépouillé l'État. » Alors même qu'elle n'a jamais dirigé quoi que ce soit, jamais signé une décision, jamais géré un centime. On comprend alors que le procès ne s'est pas arrêté à Ayoub Aissou. L'objectif était plus large, plus brutal, salir un nom, fracasser une lignée, anéantir une famille entière. Ce n'était plus un jugement, c'était une mise à mort symbolique. Et appelons les choses par leur nom, c'est de l'acharnement, pas de la justice. La justice, la vraie, repose sur des faits établis et des preuves vérifiables. Elle démontre, elle ne suggère pas. Or ici, une chose est constante, depuis le début, aucune preuve de blanchiment d'argent n'a jamais été produite. Et ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Depuis 2018, nous le répétons sans relâche, il n'existe aucun élément démontrant une responsabilité pénale des épouses ou des frères d'Ayoub dans la gestion des entreprises, aucune preuve d'abus de biens sociaux,
Aucune implication établie dans des montages illégaux, ni dans des transferts illicites de devises. Rien. Absolument rien. La justice algérienne avait pourtant d'autres options. Des saisies ciblées des pénalités financières, lourdes des redressements fiscaux exemplaires, tout cela existait déjà dans l'arsenal légal. Mais non. On est allé beaucoup plus loin. 4 mandats d'arrêt internationaux brandis contre Ayoub, difficile d'y voir autre chose qu'une volonté d'acharnement. Ce n'est plus une procédure, c'est un règlement de compte politique. Pourquoi? Parce que Ayoub Aïssou a fait un mauvais choix au mauvais moment. Il l'a reconnu, on l'a documenté dès 2019. Il a soutenu Mihoubi. Et oui, on parle bien ici de financement politique. Il n'a pas soutenu Abdidoun, contrairement à d'autres. À l'époque, pourtant, beaucoup avaient choisi Abdoui, non pas par conviction, mais parce que la Direction générale de la sécurité intérieure, sous l'ère de J. Salah, orientait clairement le jeu. Elle faisait campagne à visage découvert pour Mihoubi. Alors une question s'impose, pourquoi s'acharner sur Ayoub et sur lui seul? Ils sont nombreux, une bonne dizaine, les commerçants et hommes d'affaires algériens à avoir soutenu Azobé. Pourquoi eux sont-ils épargnés? Soyons lucides et vigilants face aux manipulations. Dans un pays où les médias indépendants ont été réduits au silence, on fabrique des scandales, on empile des dossiers judiciaires écrasants chargés de mots lourds, de qualifications pénales spectaculaires, mais vides de preuves concrètes. On criminalise des affaires économiques qui auraient pu et dû être réglées autrement par des amendes, des régularisations fiscales, des saisies. Pas par une machine judiciaire lancée pour broyer. Le choix a donc été clair, transformer un dossier économique en affaire pénale. Non pas par nécessité juridique, mais pour frapper un homme précis, un entrepreneur devenu encombrant. Depuis 2020, le régime Tebboune ne cesse de le poursuivre, de l'encercler, de le cibler. Parce qu'il dérange, parce qu'il n'est pas aimé, parce qu'on cherche tout simplement à l'éliminer du paysage. Je le dis sans détour et sans camp, voilà la réalité. Je ne parle ni au nom de Tebboune, ni pour ses conseillers. Je ne défends pas non plus Ayoub Sou ou sa famille. Mon seul camp, c'est celui de la justice. Oui, les Sus doivent être jugés comme n'importe quelle famille algérienne, mais les accuser de blanchiment d'argent, c'est pousser la caricature à l'extrême. On les décrit comme des Escobar alors qu'on parle de dossiers immobiliers. Le décalage est absurde. Sur la page Facebook d'Aza, la version officielle affirme que les logements n'auraient jamais existé. En réponse, la famille a publié sur cette même page des photos des preuves visuelles de ces appartements.